Le jeune homme venait de se réveiller pour trouver une fille aux courbes impressionnantes assise sur lui. Terrifié mais ébahi, il se demandait qui elle était et comment elle était entrée dans sa chambre. Comme si elle lisait dans ses pensées, la fille se pencha, sa poitrine généreuse pressée contre celle d'Ash. « Je m'appelle Navi, un esprit né à cause de toi. Souviens-toi de ça, un jour je viendrai te chercher. » Avant qu'Ash puisse comprendre, il se réveilla en sursaut, poussant un cri perçant, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Si seulement tout avait été réel, cela aurait été parfait. Il n'aurait jamais eu à s'inquiéter de mourir seul avec son petit compagnon, rouillé par des années de solitude. Ash était actuellement étudiant à l'académie de dressage de dragons. Ici, chacun avait son propre dragon pour le combat, appelé un pal. Étrangement, bien que chaque élève reçoive son pal à son entrée, Ash était un cas particulier. Son pal était comme un fantôme, toujours mentionné, mais jamais vu. À cause de cela, chaque fois qu'Ash se présentait à l'école, plusieurs personnes étaient surprises, puis perplexes de voir comment quelqu'un sans dragon avait réussi l'examen de première année. Vraiment bizarre. De plus, Ash était aussi célèbre pour pouvoir monter les dragons des autres, ce qui lui valait la réputation d'un fauteur de troubles notoires. Je me demande si son dragon est aussi désordonné que lui. Dès que ces mots atteignirent ses oreilles, Ash voulut charger et frapper le gars en plein visage. Si son meilleur ami Raymond ne l'avait pas retenu, cet élève aurait eu de la chance de ne pas se prendre un coup dans les bijoux de famille. Ash était généralement assez doux, mais dès que quelqu'un parlait de son pal absent, il était prêt à se battre. Max rappela aussi à Ash qu'il n'était plus un novice et devait agir en conséquence. Ce n'est qu'à ce moment-là que la situation se calma. Tout le monde entra en classe et le cours commença comme d'habitude. Le professeur expliqua tout sur les pals, les connaissances fondamentales pour tout cavalier de dragon. Surtout, un dragon ne laisse monter et commander que son vrai maître au combat. À moins que tu ne veuilles qu'un dragon te crache un globule de salive mortelle, ne fais pas semblant de posséder le dragon de quelqu'un d'autre. Après le cours, ils entendirent une fille crier après 3 camarades qui discutaient près de la porte. C'était la princesse Sylvia, une personne incroyablement arrogante, avec une attitude condescendante envers tous ceux qu'elle croisait. Prends ce qui vient de se passer. Au lieu de leur demander poliment de s'écarter, Sylvia leur cria au visage comme s'ils avaient commis une grave offense, puis s'éloigna sans se sentir déplacée. À cause de nombreux incidents similaires, tout le monde à l'académie savait que Sylvia était insupportablement hautaine et l'évitait comme la peste. En chemin, ils ont croisé Rebecca, la présidente du conseil des élèves. Contrairement à Sylvia, elle était adorée de tous. Dès que Raymond l'a vue, il en avait presque l'eau à la bouche. Même un déluge biblique ne serait rien comparé à ses larmes. Raymond jura qu'il sacrifierait chaque année de sa vie pour sortir avec Rebecca, même si cela signifiait mourir jeune. Rebecca jeta soudain un regard dans leur direction, comme si elle avait entendu. Ash, le plus malin, s'écarta le premier. Les frères partagent les bénédictions, mais quand les ennuis arrivent, tu es seul, mon pote. Je ne sais rien. Puis vint l'examen pratique, testant la capacité à commander des manœuvres de combat à dos de dragon. Raymond prêta son dragon à Ash. Le dragon, habitué maintenant, laissa Ash monter sans problème. Dès que la voix de l'instructeur retentit, tout le monde chargea dans un combat féroce. Le plus impressionnant était le dragon blanc de Sylvia. Il s'éleva dans le ciel et lança des bombardements magiques, forçant son adversaire à se défendre. La performance, bien que encore un peu brute, n'était vraiment pas mal. De son côté, Ash commandait aussi son dragon dans un combat intense. Voyant son compagnon de bataille esquiver et frapper efficacement, Ash ne pouvait contenir son excitation. Au moment le plus intense, il ordonna à son dragon de sauter pour éviter, mais il heurta accidentellement Sylvia. Cet incident inattendu inquiéta tout le monde. Heureusement, ils réussirent à calmer leur dragon avant qu'il ne devienne fou. L'instructeur était un peu tendu après cet incident, mais comme rien de grave ne s'était passé, il laissa passer. Cependant, Sylvia s'approcha et gifla Ash. Elle le réprimanda, lui demandant s'il plaisantait et s'il savait à quel point c'était dangereux. Ash voulait désespérément expliquer que c'était juste un accident, mais elle l'appela idiot, disant que son dragon devait être comme lui et qu'il était probablement mort depuis longtemps. En entendant cela, Ash perdit complètement son calme et voulut se précipiter pour la frapper. Raymond le retint juste à temps avant qu'il n'agisse. Après un échange houleux, Ash et la fille firent un pari.
S'il gagnait au prochain festival d'Arès, Sylvia s'excuserait. Alors ce sera ainsi. Ash accepta sans hésiter. Bien qu'il n'ait pas encore de dragon, il avait confiance en ses compétences de combat et sa capacité à en commander un. La nuit avant le match officiel, Ash rêva encore de Navi. Dans le rêve, elle l'harcelait sans cesse, laissant Ash complètement perdu sur la façon de réagir. Il ne pouvait même pas bouger le moindre doigt, tandis qu'elle parcourait son corps avec une sensualité irrésistible. S'il avait pu bouger un doigt, il n'aurait pas hésité à lui infliger une punition mémorable. Navi dit soudain à Ash que c'était leur dernière rencontre et qu'elle allait en profiter au maximum. Juste au moment où Navi s'apprêtait à lui tirer son petit soldat, Ash se réveilla. Il se prépara rapidement, s'habilla, puis rejoignit tout le monde sur la place principale de l'académie. Sur scène, Rebecca donna quelques mots d'encouragement aux étudiants avant le début de la compétition. Pour rendre le match plus excitant, elle annonça que le gagnant pourrait sortir avec elle. Dès que ces mots sortirent de ses lèvres, tout le stade explosa en acclamations. Garçons et filles étaient ravis, comme s'ils avaient gagné au loto. Raymond voulut immédiatement sauter des gradins pour récupérer son dragon. « Ash, écarte-toi et laisse-moi concourir. » Cela dit, lorsque le match commença réellement, Ash était toujours celui qui montait le dragon. La compétition était assez injuste pour ceux dont les amis étaient de type terrestre. Les dragons ailés pouvaient facilement les distancer à leur guise. Par exemple, Ash dut courir un moment avant de rattraper Sylvia. Et ce n'était pas parce qu'il était rapide, mais parce qu'un groupe de personnes qui n'appréciaient pas son attitude arrogante avait bloqué le tunnel. Les règles de la course ne prohibaient pas les alliances, donc Sylvia ne pouvait rien dire. Mais Ash n'aimait pas non plus ce qu'il voyait. Si c'est une compétition, cela doit être joué de manière équitable. Alors Ash se lança en avant. En le voyant arriver, les bloqueurs ne voulaient pas que leur dragon soit volé, alors ils s'écartèrent. Le tunnel étroit fit entrer 3 dragons en collision et tomber simultanément. Le chemin devant s'ouvrit, donnant à Sylvia l'occasion d'avancer. Le chemin devant était encore long et semé d'embûches. De nombreuses sections exigeaient des concurrents qu'ils traversent des montagnes et qu'ils pataugent dans des rivières. Sans dragon, il faudrait une journée entière. Finalement, Ash cessa de poursuivre l'ombre de Sylvia. C'était une course inégale pour les dragons de terre. Juste à ce moment-là, des buissons s'agitèrent. Ash pensa que c'était quelqu'un qui avait abandonné, alors il alla voir s'il avait besoin d'aide. Il marcha un moment jusqu'à croiser un vaisseau de guerre impérial avec une silhouette mystérieuse à bord. L'homme portait un masque et pouvait voir d'un seul coup d'œil que le dragon d'Ash était encore très jeune. Un cas vraiment inhabituel. Ash voulait désespérément savoir comment l'homme pouvait voir cela. Une fouet jaillit soudainement vers lui. Si Ash n'avait pas esquivé, tout aurait été fini. Sentant le danger, il se retourna et courut. La fille qui avait attaqué ne montrait aucune intention d'abandonner et le poursuivit. Quand Ash trébucha et tomba, elle sortit son épée et frappa sans hésitation. Cependant, en voyant Ash lever son bras pour se protéger, la guerrière s'arrêta, puis recula inexplicablement. Ash se leva, se demandant ce qu'elle planifiait, quand un morceau de falaise sous elle s'effondra. Alors qu'elle était sur le point de tomber, il se précipita et saisit sa main pour la tirer, se mettant ainsi en danger de tomber à sa place. Ash ne comprenait pas pourquoi il était si stupide. Une personne ordinaire ne pouvait pas être aussi idiote. Juste au moment où il pensait que sa vie était finie, une lumière éclatante surgit. Quand il ouvrit les yeux, un œuf de dragon était devant lui. Ash toucha l'œuf et il se fissura, révélant une petite fille qui ressemblait beaucoup à Navi. La petite n'avait pas un seul fil de vêtement, profondément endormie, au point de ne pas se réveiller même quand Ash la prit dans ses bras. Il se demanda si c'était son amie. Mais si c'était le cas, pourquoi était-elle humaine et pas un dragon comme les autres? Une foule de questions envahit son esprit sans réponse en vue, en regardant la petite fille dans ses bras. Heureusement, c'était un monde fantastique et non un endroit où les autorités viendraient frapper pour avoir regardé un enfant trop longtemps. Mais oublions les autorités. Un point surgit de nulle part et envoya Ash voler à une distance considérable. C'était la mystérieuse petite fille elle-même. Elle a crié que regarder quelqu'un dormir était très impoli. Quoi? Tu veux que je déchire un calendrier pour t'essuyer ou quoi? Arrête de regarder. Ash se moquait de ça. Quel genre d'enfant est aussi fort qu'un taureau? Es-tu même humain? Bien sûr que non. Aucun humain ne pourrait égaler un noble dragon comme moi. En entendant ça, Ash était ravi. Je suis ton maître, tu sais. Je suis ton maître.
Un noble dragon ne servirait jamais un humain de bas étage. Ash était abasourdi par sa réponse, mais décida de l'emmener d'abord chez lui. Dès qu'ils entrèrent dans la chambre d'Ash, la petite se plaignit de sa pauvreté, disant que le lit était trop petit pour eux deux. Elle se jeta alors sur le lit comme si elle y était chez elle. Ash voulait vraiment savoir où il était censé dormir ce soir. Par terre, évidemment. Aucun noble dragon ne dort par terre. Il ne pouvait absolument pas accepter cette attitude et ces demandes ridicules. Mais pour éviter le luxe de 3 repas par jour derrière les barreaux, il avala sa fierté dans sa propre chambre. Juste au moment où il pensait que ça s'arrêterait là, la petite sortit de sous la couverture au milieu de la nuit. Au début, Ash pensa qu'elle faisait du somnambulisme et la laissa faire. Mais quand elle commença à parler et que ses actions franchirent toutes les limites, Ash réalisa qu'elle était pleinement consciente. Impuissant. Il espérait que si un agent de la loi regardait, il détournerait les yeux, car c'était trop agréable. Le lendemain matin, il y eut un coup à la porte. C'était le conseil des étudiants qui avait appris qu'Ash avait enfin un ami et venait enquêter. Dès qu'ils entrèrent, virent la petite fille et remarquèrent les petites contusions sur le corps d'Ash, leur esprit se tourna vers le pire scénario possible. Il a fait des choses indicibles à un enfant. Rebecca, à côté d'eux, a vu que la chambre était clairement divisée en 2 zones de sommeil. Donc elle savait qu'il ne s'était rien passé. Elle informa Ash que c'était un cas sans précédent. L'académie avait déjà demandé de l'aide au professeur Cornwell, un expert en identification des espèces de dragons. De plus, Rebecca avait déjà acheté des vêtements, les avait mis sur elle, puis était venue à l'école pour récupérer une petite aide financière. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait suffire pour des besoins de base. Bien que la copine d'Ash soit encore jeune, son apparence était indéniablement adorable. Même avant sa phase de croissance, elle avait une beauté qui attirait les regards dans la rue. La petite a repéré une jolie boulangerie et a demandé à Ash de lui acheter quelque chose. Dès qu'elle a pris sa première bouchée, des réactions étranges ont envahi son corps. Elle a perdu le contrôle et s'est jetée vers Ash, faisant des gestes très suggestifs. Juste au moment où ça devenait trop, la voix de Sylvia a retenti. « Je ne m'attendais pas à te voir si sans gêne, à faire des choses indécentes en public. » À ce moment-là, la petite dragonne a éternué, et le vent a soulevé la jupe de Sylvia. Ash a aperçu des sous-vêtements bleu clair sous sa jupe courte. Il est resté stupéfait un instant avant qu'un point tonitruant ne frappe son visage. Après quelques explications, ils ont compris que la pâtisserie contenait un stimulant semblable à de l'alcool. Si un enfant en mangeait, il se saoulerait, ce qui était exactement ce qui était arrivé. Après l'avoir remise d'aplomb, Sylvia a expliqué qu'elle n'était pas venue chercher la bagarre, mais pour s'excuser de ce qu'elle avait dit avant le tournoi. Quand Ash a demandé ce qu'elle voulait dire, elle s'est un peu troublée et est partie. En la regardant partir, Ash a pensé qu'il serait bien qu'elle soit toujours aussi agréable. Les deux ont continué à faire des courses. Quand ils sont enfin sortis, la petite dragonne voulait manger plus de la pâtisserie alcoolisée. Ash a immédiatement refusé. « Tu ne viens pas de faillir te saouler ?» En parlant de ça, il semblait que sa copine n'avait toujours pas de nom. La petite était aussi assez gênée par ça. Ash se souvenait du nom Iko, qu'il avait voulu donner à sa copine depuis longtemps. C'était le nom que le tout premier dresseur de dragons avait donné à son compagnon. La petite fille adorait ce nom. Et à ce moment-là, la marque sur la main d'Ash brilla, signifiant que les deux avaient formé un lien par le flux d'énergie astrale, établissant un lien symbiotique. Maintenant qu'elle avait un nom, Iko est allée aux toilettes pour se laver le visage et se coiffer. Mais, étrangement, elle était partie depuis trop longtemps sans revenir. De loin, Sylvia vit Ash fixer les toilettes des femmes et cria un avertissement qu'il ne devait pas être un pervers, sinon elle le frapperait. En apprenant qu'Iko était entrée depuis longtemps et n'était pas sortie, son assistante est entrée pour vérifier, mais n'a trouvé personne. Tout ce qu'elle a trouvé était un mouchoir saupoudré d'encens mystique. On dirait que quelqu'un avait kidnappé le compagnon d'Ash. Ash était prêt à détruire toute l'académie pour la retrouver. Heureusement, Sylvia l'a arrêté et lui a conseillé d'utiliser la marque sacrée du dragon sur son bras pour se concentrer sur Iko et canaliser le flux astral. Suis-le et tu la trouveras. Tous les trois arrivèrent dans une zone qui semblait abandonnée. Dehors se dressaient d'étranges formations rocheuses. Sylvia les étudia de près jusqu'à ce qu'Ash réussisse à forcer la porte et à entrer. Le flux astral avait vraiment fonctionné car à l'intérieur, Iko était attaché à une table d'opération.
La personne devant eux était une femme avec 3 têtes. Dès qu'elle avait vu Iko et appris qu'il y avait un dragon sous forme humaine, sa curiosité était devenue incontrôlable. Quel genre de créature mystérieuse cela pouvait-il être? Cette curiosité l'a poussé à agir, même en sachant que disséquer le compagnon de quelqu'un était illégal. Juste au moment où la lame allait descendre, tout le monde arriva à l'extérieur. On aurait pu s'attendre à une bataille, mais la femme avait déjà mis en place un dispositif pour les isoler du monde extérieur. C'est Pierre même que Sylvia avait remarqué. De plus, cette femme n'était autre que la professeure Angela Cornwell, l'experte que l'Académie avait demandée. Juste après s'être présentée, elle invoqua un cercle magique qui fit perdre connaissance à Sylvia et à son compagnon. Ash lutta pour résister. Son compagnon venait de naître. Il ne pouvait pas laisser Angela faire ce qu'elle voulait. Mais au moment où la magie s'intensifia, Ash s'effondra. En voyant cela, Iko cria de rage. La marque sacrée du dragon sur son bras s'illumina, et Ash reprit immédiatement conscience. Il balança son bras, et une violente rafale de vent se dirigea vers Angela, brisant le dispositif qui soutenait sa magie, puis détruisant les liens retenant Echo. Enfin libre, la petite courut vers Ash et s'accrocha à lui, effrayée. Mais quand il la prit dans ses bras, elle le frappa si fort qu'il crut voir ses ancêtres. Quelle petite créature féroce! Juste quand ils pensaient que l'épreuve était finie, le lendemain matin, en entrant en classe, ils apprirent qu'Angela était leur nouvelle professeure. De plus, Rebecca appela Ash dans la salle de classe, se pressant contre lui d'une manière que tout jeune homme ne pouvait ignorer. Elle semblait prête à le dévorer vivant. Mais en vérité, elle voulait simplement l'inviter à rejoindre le conseil des étudiants. Rebecca savait qu'il avait rencontré des individus mystérieux et dangereux dans la forêt. C'étaient des espions de l'Empire. Il y a des années, le Royaume et l'Empire avaient mené une guerre dévastatrice. Bien que la bataille soit depuis longtemps terminée, la situation ne s'était jamais améliorée. L'Empire cherchait toujours des moyens d'attaquer le Royaume, ouvertement et dans l'ombre. L'Académie Ansuliban avait été identifiée par l'ennemi comme un terrain d'entraînement militaire et avait été ciblée à plusieurs reprises. Rebecca voulait qu'Ash rejoigne le conseil des étudiants pour renforcer leurs forces. C'était le véritable but de la réunion d'aujourd'hui. Alors qu'Ash réfléchissait, une alarme de niveau 2 retentit dans l'académie. Tout le monde s'attendait à une attaque ennemie, mais ce n'était rien d'autre qu'un dragon qui s'était échappé et était devenu incontrôlable. Étrangement, la princesse Sylvia était dessus. Comment pouvait-elle ignorer que c'était incroyablement dangereux? Ash ne comprenait pas, mais Rebecca devina immédiatement l'intention de Sylvia de le défier. Bien que Sylvia soit vraiment exceptionnelle, personne ne pouvait égaler Ash pour monter un dragon. Pour éviter des blessures, Rebecca sauta et appela son propre dragon. Dans le cercle magique, un colossal dragon apparut. Il était majestueux et imposant, très différent de tout dragon vu auparavant. Le dragon de Sylvia ne pouvait même pas être comparé. Ensuite, Rebecca lança un autre sort. Un cercle magique se forma sous la tête du dragon et remonta lentement le long de son corps. Ses vêtements furent remplacés par une armure de bataille conçue par un dragon pour son maître. Avec sa puissance écrasante, Rebecca maîtrisa facilement le dragon rebelle, le maintenant à plat sur le sol. L'incident fut résolu sans aucune victime. Ash revivait cette scène, perdu, se demandant quand il aurait son propre arc. Iko lui parlait, mais il n'écoutait pas. Alors elle lui pinça l'oreille. D'après ses connaissances, chaque arc existant était transmis par les souvenirs des dragons, pas conçus pour leur maître. Ash demanda avec impatience si elle pouvait lui en créer un, rien que pour lui. Dès qu'il dit cela, Iko parut furieuse. Il se rappela qu'un dragon qui accepte de créer un arc personnel jure fidélité éternelle à son maître. À peine ces mots prononcés, Iko lui écrasa le pied. Pourquoi, moi le maître, devrais-je faire une armure pour un esclave? C'est contre l'ordre naturel. Iko venait de finir son discours quand Rebecca et Sylvia arrivèrent, les invitant à un restaurant. Grâce au privilège du conseil des élèves, tout le monde pouvait festoyer comme des rois sans dépenser un sou, tandis qu'Iko regardait avec avidité les plats sur la table. Pendant ce temps, les deux silhouettes mystérieuses qu'Ash avait rencontrées dans la forêt se tenaient sur un grand bâtiment, observant la ville. Cet endroit est vraiment paisible. Les dragons ne sont plus considérés comme des outils de guerre, mais cela ne voulait pas dire que ça resterait ainsi. L'homme dégaina une épée, et avec une incantation,
un éclair jaillit de sa lame vers le ciel. À ce moment-là, Iko sentit aussi que quelque chose n'allait pas. Ils se précipitèrent dehors, des nuages noirs comme de l'encre couvraient le ciel, et un monstre colossal apparut soudain. Que ce soit un dragon ou autre chose, c'était flou, mais c'était énorme. La créature était grotesque, sa peau semblait se décomposer et goûter au sol. Iko, voyant le chaos dans la ville, s'avança et commença à l'insulter. Le résultat était prévisible. Les monstres la saisirent facilement, puis ils accumulèrent de l'énergie et tirèrent un rayon de lumière sur le quartier résidentiel. Une énorme explosion dévasta la zone, détruisant des bâtiments dans toutes les directions. De l'explosion, la silhouette de Rebecca émergea. Elle était passée en mode combat pour minimiser les dégâts de l'explosion. De son cercle magique, elle invoqua une lance gigantesque et la lança droit sur le monstre. Elle perça couche après couche de ses défenses, luttant férocement contre la barrière finale avant de briser la tête de la créature. Mais au lieu de tomber, la tête détruite se régénéra lentement. Puis il reprit son bombardement dans toutes les directions. Savoir que ce serait un combat brutal, Rebecca dit à Ash de prendre la princesse et de partir immédiatement. Sylvia était si terrifiée par ce qu'elle avait vu qu'elle avait perdu tout contrôle. Peu importe combien de fois il l'appelait, elle ne répondait pas. Ash n'eut d'autre choix que de la gifler. Quand Sylvia revint à elle, il lui dit d'invoquer son dragon pour qu'il puisse essayer de le monter. C'était un mouvement extrêmement dangereux, mais il n'avait pas d'autre choix car le monstre avait avalé Iko. La créature monstrueuse était totalement dépravée, tripotant Iko sur tout son corps. Juste au moment critique, Iko fut tirée dans une dimension étrange où elle rencontra Navi, qui se présenta comme le guide d'Iko durant la phase initiale. C'était la forge d'armure de dragon où naissaient les armures de combat. Navi montra à Iko la scène à l'extérieur où Ash essayait désespérément de la sauver. Bien qu'il ait été éjecté du dragon à plusieurs reprises et que son corps soit poussé à l'épuisement total, Ash n'abandonna jamais. Même sans connaître l'état d'Iko, le dragon sacré Mark lui dit qu'elle était toujours en vie. Tant que c'était vrai, il ne reculerait devant rien pour la sauver. Iko était profondément touchée par ce qu'elle voyait. Le temps pressait, donc concevoir une armure de combat sur mesure était hors de question. Mais choisir un ensemble préfabriqué était bien trop dangereux, alors Echo rassembla des pièces existantes pour créer un arc raisonnablement solide pour Ash. À l'extérieur, juste au moment où Ash fut éjecté du dos du dragon et allait être frappé par le rayon d'énergie dévastateur du monstre, son corps entier éclata de lumière. Une énorme explosion éclata autour de lui, mais quand la poussière se dissipa, il n'avait pas une seule égratignure. Au contraire, son corps entier était maintenant vêtu d'un arc, stupéfiant tout le monde. Il entra dans un état de concentration accrue et sauta sur le dos du dragon blanc. Puis de là, il sauta sur le dos du monstre, tentant de le monter. Je ne sais pas ce que tu es, mais si tu es un dragon, alors Ash peut te monter. Il prit le contrôle de la créature et l'envoya s'envoler dans le ciel. Dans ce bref moment de connexion, Ash aperçut le passé du monstre, combattant aux côtés de son ancien maître. Le seul souhait de la créature était maintenant d'être libéré, et donc Ash invoqua un immense cercle magique. De l'intérieur, une énorme épée à deux mains apparut. Ash la saisit et l'abattit d'un coup dévastateur. La lumière dorée a purifié le corps corrompu du dragon, dispersant les nuages sombres et rendant le ciel radieux à la ville. Ainsi, une bataille apocalyptique, capable de raser une ville, a pris fin. Après l'attaque du dragon mort-vivant, Iko, Sylvia et Ash ont officiellement rejoint le conseil des élèves et fait leur début public. Sylvia n'avait rien à craindre. Avec une élégance royale dans les veines, elle a prononcé un discours si imposant que personne n'osait dire un mot. Quand c'était le tour d'Ash, c'était un peu gênant. Il n'aurait jamais imaginé qu'un fauteur de troubles deviendrait un jour membre du conseil des élèves. Il a simplement dit qu'il ferait de son mieux et espérait le soutien de tous. Le public a trouvé son discours plutôt décevant et n'a pas applaudi. Heureusement, Raymond était là en bas et savait comment motiver la foule, alors Ash s'en est bien sorti. Enfin, il y avait Iko, un ami sous forme humaine. Comme Iko était essentiellement inutile mais mangeait énormément, son rôle était celui d'une mascotte. Iko a levé les deux mains et a poussé un rugissement, essayant d'être intimidante. Mais personne dans le public n'avait peur car son rugissement ne représentait aucune menace. En fait, c'était adorable. Gênée par les rires de la foule, Iko était furieuse. Ne pouvant rien leur faire, elle s'est retournée et a déversé sa colère sur Ash. La première tâche d'Ash, en tant que membre du conseil,
était de retirer les affiches non autorisées dans l'école. La plus notable était une affiche de recrutement pour le fan club des Chevaliers d'Argent, dédié à un célèbre cavalier de dragon d'un roman. Mais leur admiration n'était pas dirigée vers ce personnage fictif. Elle était destinée à Ash, le héros mystérieux qui avait tué le dragon mort-vivant. Comme personne ne savait qui il était, ils avaient d'abord créé un nom de code et cherché à découvrir son identité. En entrant dans la classe, Raymond a vu à quel point Echo était adorable et n'a pas pu s'empêcher de lui caresser la tête. Il a même proposé d'échanger ses amis avec Ash. Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, un poing l'a envoyé voler en arrière. Vraiment un homme avec un don pour créer des problèmes et se faire frapper pour ça. À ce moment-là, Jessica, la présidente du club des Chevaliers d'Argent, est entrée dans la classe avec un groupe de filles derrière elle. Leur but était simple: interroger si quelqu'un dans cette classe avait été témoin de la bataille et connaissait l'identité du héros. Sylvia a trouvé qu'elles étaient excessives et leur a dit de partir. Jessica aurait pu être intimidée si Sylvia avait utilisé son statut de princesse du royaume. Mais Sylvia n'aimait pas ça, et a plutôt invoqué son autorité au conseil des élèves. Cela n'a pas du tout perturbé Jessica. Raymond a aussi conseillé au groupe d'Ash de ne pas s'en prendre à cette folle. On disait qu'elle venait d'une vieille famille noble déchue. Jessica a de nouveau pris la parole, informant tout le monde que le noble but du Silver Knight Club était de porter les enfants du héros. La déclaration a laissé la salle dans un silence choqué. Nico et Sylvia étaient prêtes à lui donner un coup de poing, mais la vice-présidente du club est intervenue en premier. Les règles du club exigeaient de préserver la pureté envers leur idole. Peu importe combien le temps pressait, de telles paroles étaient inacceptables. De plus, la vice-présidente a informé Jessica que Sylvia avait été présente au combat et savait qui était vraiment Silver Knight. Jessica a immédiatement commencé à la presser. Juste à ce moment-là, Rebecca est apparue et a ordonné à Jessica de sortir de la classe immédiatement. Le cours allait commencer, mais même la présidente du conseil des élèves ne pouvait pas intimider Jessica. Elle a plutôt exigé que Rebecca révèle l'identité du héros sur le champ. Finalement, Rebecca a dû jouer sa dernière carte pour forcer Jessica à se retirer à contre-cœur. Elle a aussi révélé à tous l'arme secrète qu'elle avait utilisée, une information sensible. Jessica n'était pas la noble que tout le monde croyait. En fait, sa famille servait sous la maison de Rebecca. Jessica était en réalité une bonne personne, mais son désir désespéré de devenir une vraie noble l'avait rendue folle. On a prévenu tout le monde de ne pas la provoquer, car se faire mordre signifiait juste débourser pour un vaccin contre la rage. Cependant, si Jessica découvrait qui était vraiment Silver Knight, elle pourrait potentiellement devenir une vraie noble à l'avenir. Dans un royaume construit sur des chevaliers dragons, atteindre le niveau d'arche était un véritable exploit. Quiconque possédant ce genre de pouvoir pouvait facilement obtenir un titre de noblesse. Si Jessica découvrait qu'Ash était le héros de ce combat, elle ne reculerait devant rien pour récolter sa semence. Le visage de Sylvia est devenu rouge en entendant cela. C'est exactement pourquoi Ash devait être extrêmement prudent et faire tout pour cacher son identité. Iko, curieuse de cette semence, a demandé à Ash d'expliquer ce que c'était. Quand il a refusé, la petite a accédé à ses souvenirs de dragon hérités, au moment où elle a compris que c'était quelque chose d'intime. Elle aurait voulu creuser un trou et disparaître de honte. Rebecca annonça aussi que la première princesse arriverait bientôt pour enquêter sur l'attaque du dragon mort-vivant à Ancellivan. À ce moment-là, Sylvia cria et se cacha sous le bureau, terrorisée. Personne ne comprenait pourquoi elle agissait si étrangement. Il devait s'agir de quelque chose de vraiment horrible pour faire réagir une personne aussi fière que Sylvia. Pendant plusieurs jours, Sylvia resta dans un état morose, comme si toute vie l'avait quittée. Tout le monde était curieux, alors Cosette parla un peu de la première princesse Véronica. C'était une personne ordinaire qui n'avait pas été choisie comme chevalier dragon, mais en échange, elle possédait une force physique extraordinaire et un talent exceptionnel à l'épée. Ayant survécu à d'innombrables batailles ensanglantées, le tempérament de Véronica était devenu impitoyable. Récemment, elle avait gagné le surnom de Valkyrie au sang de fer. Avec une telle personnalité, Véronica avait élevé sa sœur cadette Sylvia par des méthodes si cruelles que la mort aurait été une miséricorde. L'exemple le plus infâme fut d'abandonner une très jeune Sylvia dans la nature, la laissant se débrouiller seule. Après avoir été torturée à tel point qu'elle était à peine reconnaissable comme humaine, Sylvia était complètement terrifiée par sa sœur aînée. Ash sentit que Sylvia avait besoin d'encouragement et alla la voir, mais elle lui rétorqua sèchement.
Elle ne pouvait pas croire qu'elle était si pathétique qu'Ash avait pitié d'elle. Il était assez agacé par son attitude impolie, mais ne chercha pas à argumenter. Cet après-midi-là, Cosette savait que la princesse était profondément triste, effrayée et anxieuse depuis des jours. Demain serait le jour de l'arrivée de la première princesse, alors Cosette rassembla son courage pour faire des choses que tout homme rêverait de faire, aidant Sylvia à retrouver son moral. Sylvia se dit aussi que ce qui doit arriver, arrivera. Avoir peur ne changerait rien. Le lendemain matin, avec l'arrivée imminente de Véronica, Sylvia n'était toujours pas visible. Rebecca ne se sentait pas bien de mettre la pression sur quelqu'un qui était clairement terrifié. Juste au moment où tout le monde pensait que Sylvia avait abandonné, elle apparut. Son calme habituel était revenu. Son expression ne montrait aucune trace de peur ou d'inquiétude. On aurait dit qu'elle s'était vraiment ressaisie. Juste au moment où Ash poussa un soupir de soulagement, un colossal vaisseau de guerre dragon apparut dans le ciel, escorté par de nombreux chevaliers dragons. C'était le vaisseau personnel de la première princesse, propulsé par un fossile de dragon vieux de 1000 ans. Grâce à ce fossile, ce behémoth de fer, presque de la taille d'une section de la ville, pouvait s'élever dans le ciel. Au moment où le vaisseau atterrit, des soldats se rangèrent en formation parfaite, attendant la descente de leur maîtresse. Ces détails montraient que Véronica avait un statut très élevé dans la famille royale. Elle brandit son épée et avança. La première chose qu'elle fit fut d'appeler Sylvia, sa sœur qu'elle n'avait pas vue depuis des années. On aurait attendu une réunion émotive après 4 ans. Et au lieu de cela, Véronica abattit son épée sans pitié. Sylvia, cependant, esquiva le coup mortel juste à temps. Mais cette Sylvia était en réalité Cosette déguisée. Véronica savait que peu importe la maturité de sa sœur, elle ne pouvait pas rester si calme. Son attitude trop confiante avait trahi Cosette. Pour éviter que la situation n'empire, la vraie Sylvia sortit de l'ombre et salua sa sœur. Comme prévu, Sylvia n'avait vraiment aucun courage face à sa grande sœur. Ses jambes tremblaient de peur. « Tu as déshonoré la famille royale. Il est temps d'être puni. » Sur ces mots, Véronica abattit son épée. Des morceaux de vêtements de Sylvia volèrent dans les airs, mais aucune blessure n'apparut sur son corps. Sylvia, son corps exposé devant tous, tomba à genoux pour se couvrir. Véronica était encore plus déçue par cette réaction. Dans un combat à mort, au lieu de chercher à gagner ou à survivre, elle choisit de se couvrir. Ton rêve de devenir chevalier dragon n'est que des mots vides. Que des paroles, pas d'action. En voyant Sylvia humiliée par sa propre sœur, Ash ne put se retenir et s'avança pour parler. Il dit à Véronica qu'elle allait trop loin. Le chevalier à ses côtés faillit le couper en défense. Nico derrière lui ne pouvait pas supporter ce qui venait de se passer. Plutôt que de se mettre en colère d'être interrompue, Véronica demanda simplement à Glenn d'emmener Ash, puis entra dans la ville pour enquêter sur l'attaque du dragon mort-vivant. Quant à Ash, il ne fut pas emmené pour être exécuté ou torturé. Au contraire, il fut traité comme un roi, avec une fille aux atouts généreux s'occupant de ses moindres besoins à ses côtés. Elle était un peu maladroite, mais avec des références aussi bien affichées, il n'y avait pas de place pour se plaindre. Ce n'est qu'au soir que l'équipe de Prime lança une opération pour le dépouiller de tous ses vêtements. Il se battit de toutes ses forces, mais sous la technique parfaite de la servante, il ne resta pas un fil sur lui. Il fut ensuite amené à se baigner avec le professeur Angela, Rebecca et Véronica. Ils discutaient du dragon mort-vivant. Seul l'Empire pouvait créer une telle chose. Mais sans preuve, Véronica n'eut d'autre choix que de laisser tomber l'affaire. Quand Sylvia arriva peu après, la conversation tourna vers le mariage. La famille royale manquait d'héritier, car le seul prince, Julius, avait été exécuté pour avoir tué un dragon. Véronica décida donc que Sylvia épouserait Glenn, son chevalier le plus fidèle et l'ami proche du prince défunt. Quant au rêve de Sylvia de devenir chevalier dragon, Véronica avait déjà perdu espoir. La démonstration précédente avait prouvé que Sylvia manquait de capacité. Quand personne n'osa contester la décision, Ash soutint que Véronica était trop hâtive dans son jugement. Bien que Sylvia ait effectivement mal performé et fait des erreurs, il y avait encore de nombreux facteurs à considérer. Pour ce qu'elle savait, elle pouvait détruire une potentielle puissante chevalière dragon. La nature impitoyable et inflexible de Véronica avait construit une réputation si redoutable que les ennemis sur le front se faisaient dessus à la simple mention de son nom. Mais elle n'était pas une tyran déraisonnable qui dominait tout le monde. Après avoir entendu le raisonnement d'Ash, Véronica décida de donner une dernière chance à Sylvia. Le lendemain, sous l'autorité de la première princesse du royaume,
Elle organiserait un match. Les règles étaient simples. Rebecca et Sylvia dirigeraient chacune une équipe avec des membres différents. Le match ne serait pas une bataille totale, car cela serait trop injuste pour Sylvia. Au lieu de cela, les deux équipes joueraient au ballon. L'équipe qui marquerait le plus de points dans le temps imparti gagnerait. Et ainsi le match commença. Sylvia manquait vraiment de tactique et de commandement de son dragon en combat. Elle était si perdue qu'elle ne reconnut pas la différence de puissance entre le dragon blanc et le dragon cramoisi. Le ballon fut facilement arraché de ses mains, et Rebecca marqua sans la moindre difficulté. La séquence suivante montra à quel point Sylvia était dépassée. Elle choisit d'affronter Rebecca. Quand le dragon blanc entra en collision avec le bouclier du dragon cramoisi, il fut projeté en arrière, et Sylvia fut éjectée de son dos, s'écrasant au sol, inconsciente. Le résultat était évident. Elle a perdu. Veronica était si déçue qu'elle s'est levée sans un mot et est partie. Quand Sylvia s'est réveillée, Ash était à ses côtés. C'était lui qui l'avait portée. Ash a essayé de lui dire que le dragon blanc était excellent, mais encore jeune, et qu'il ne pouvait pas battre le dragon cramoisi à ce stade. Sylvia voulait prouver sa valeur à sa sœur et a pris une mauvaise décision. Juste à ce moment-là, la voix de Rebecca est venue de l'extérieur. Elle voulait parler à Ash, et il y avait aussi un visiteur. C'était Glenn, le chevalier le plus fidèle de Veronica. Il est venu transmettre le message de la première princesse. Elle était extrêmement déçue. Demain, pendant que Veronica inspectait la ville, Sylvia ne devait pas l'accompagner. Au lieu de cela, elle devait se rendre à la cathédrale, prier Saint Valeria et se repentir. La défaite avait montré que Sylvia manquait de vision tactique. Vouloir devenir un chevalier dragon de haut niveau sans cette qualité était tout simplement impossible. Elle devait réfléchir sérieusement à ses rêves et choix pour l'avenir. Alors que Glenn se préparait à partir, Sylvia lui a demandé « Veux-tu vraiment m'épouser ?» Glenn a répondu froidement qu'il était prêt à le faire si c'était l'ordre de la première princesse. Voyant l'attitude complètement indifférente de Glenn, Ash n'a pas pu s'empêcher de réagir. Glenn a profité de l'occasion pour rappeler à Ash de connaître sa place. Il avait peut-être du talent, étant donné qu'il avait obtenu un arch si tôt, mais il était encore trop inexpérimenté. Glenn était un chevalier si redoutable que personne ne pouvait le soumettre sauf Veronica. Il n'avait pas toujours été aussi froid. Ce n'est qu'après la mort de Julius qu'il a changé. Après que l'affaire avec Sylvia a été réglée, Rebecca a appelé Ash pour lui transmettre des informations importantes. Demain, le conseil des étudiants accompagnerait la princesse dans son inspection de la ville. Les rapports de renseignement indiquaient qu'un criminel de haut niveau ayant déjà tenté d'assassiner Veronica avait appris sa présence ici. La mission du conseil des étudiants était d'intercepter et d'appréhender les criminels avant qu'ils n'agissent. Ainsi, tous les trois ont suivi Veronica, croyant qu'elle serait la cible. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant que Sylvia priait sincèrement et se repentait à la cathédrale, elle a entendu Jessica à côté d'elle prier les cieux. « Accorde-moi la graine sacrée du héros Chevalier Argent. » Sylvia ne savait pas combien de sous-vêtements mettre sur sa tête, tant elle était gênée. Comment peut-on dire de telles choses dans un lieu saint? Pendant que les deux se disputaient, un grand fracas retentit. Le plafond s'effondra, et des débris tombèrent de partout. Quand la poussière se dissipa, des silhouettes apparurent. Des terroristes, parmi eux une criminelle recherchée qui arriva en se moquant. « Parie que tu ne peux pas me rattraper. Si tu ne peux pas, tu es mon chien. » Avec l'arrivée de la criminelle, les gens dans la cathédrale ne pouvaient naturellement pas riposter. Tout le monde fut pris en otage. Dehors, Veronica surveillait la ville quand elle et les autres remarquèrent de la fumée noire s'échapper de la cathédrale. Il était évident ce qui se passait. Ash ne savait pas quoi faire, mais Veronica, au lieu de se précipiter pour sauver qui que ce soit, décida de se retirer vers le vaisseau de guerre. Ash s'y opposa au début, arguant qu'il devait d'abord sauver les otages. Mais ce vaisseau était une arme stratégique nationale. Le perdre pourrait coûter la ville entière, un prix impayable. De plus, Veronica n'avait absolument aucune intention de négocier avec des criminels, surtout des terroristes qui avaient l'habitude de détruire la vie quotidienne. Ash ne pouvait vraiment pas croire que Veronica puisse être si impitoyable. Une fois à bord du vaisseau, ils purent voir la scène à l'intérieur de la cathédrale grâce à un flux que les criminels avaient délibérément installé. Une personne avait été pendue, dépouillée de tous ses vêtements pour que le monde puisse voir. Une humiliation délibérée du royaume. Tout le monde était confus. Pourquoi l'otage exposé n'était pas la 4e princesse, mais un étudiant ordinaire avec un titre noble non reconnu? Les terroristes avaient placé des bombes dans toute la cathédrale. Si elles explosaient tout en même temps, tout le monde à l'intérieur mourrait. De plus, chaque fois qu'une cloche sonnait, cela signifiait qu'une personne avait été tuée. Juste un avertissement.
Si tu fais perdre son calme à grande sœur, les choses vont empirer. » Sur ce, ils coupèrent la connexion. Tout le monde resta avec des questions. Pour comprendre la situation, il fallait remonter quelques minutes. Jessica, que tout le monde croyait folle et égoïste, avait en fait empêché Sylvia de révéler son identité de 4e princesse, sachant ce que les terroristes feraient d'une vraie princesse. Puis Jessica s'est levée et a déclaré son statut de noble lié à la famille royale, se rendant ainsi précieuse en tant qu'otage. La scène où elle a été déshabillée et suspendue s'est alors déroulée. Tout au long de l'épreuve, Jessica n'a montré aucune peur et n'a pas versé une seule larme. Cela a valu à Sylvia une profonde admiration. Un citoyen ordinaire affichant une telle noblesse et force a mis les aristocrates réels à l'honneur. Même Sylvia s'est sentie profondément humble. Dehors, Veronica a été tentée plus d'une fois de tirer les canons du navire de guerre directement sur la cathédrale. Ash et Rebecca, réagissant vite, ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée. Ils enverraient Ash à l'intérieur pour négocier. Iko a immédiatement protesté, qualifiant cela de plan extrêmement dangereux. Mais Ash était la personne la plus adaptée, car personne ne savait qu'il était un chevalier dragon possédant déjà un arc. Une fois à l'intérieur, Ash gagnerait du temps pendant que d'autres chevaliers dragons trouveraient un moyen d'attaquer par surprise. Entendant la logique, Iko a accepté à contre-cœur. Avant de partir, Ash a demandé à Iko de forger rapidement une nouvelle armure capable de neutraliser les bombes, puis il est parti. Quand les terroristes ont vu Ash, ils se sont sentis insultés. Le négociateur n'était qu'un gamin. Il leur a dit clairement que Veronica envisageait de réduire la cathédrale en ruine. Il valait mieux négocier une résolution pacifique. Sinon, ils pourraient tous se donner la main et rencontrer leur créateur ensemble. Ces mots ont provoqué une vague de peur dans la pièce. Parmi les otages se trouvait un nouveau-né sur le point de pleurer. Anya, une agente impériale infiltrée, a dû apaiser le bébé. Dans l'atelier de forge d'armure de dragon, Iko travaillait frénétiquement car Ash la pressait de se dépêcher ou ils allaient tous mourir. Iko faisait de son mieux, mais concevoir une armure sur mesure n'était pas comme prendre un modèle préfabriqué. Navi tournait aussi autour d'elle pour la presser. Si elle ne finissait pas bientôt, Ash mourrait. Et quand Iko deviendrait enfin un dragon complet, elle n'aurait plus Ash pour la monter. De retour dans la cathédrale, le bébé réclamait à manger, mais Anya n'avait pas de lait à donner. Pire, elle ne laissait même pas le calme s'installer et le bébé hurlait à plein poumon. La femme qui dirigeait les terroristes parlait à Ash quand elle remarqua le tumulte, puis vit que son propre dragon avait faim. Elle décida donc de nourrir Anya et le bébé à son dragon, vivant. Ash voulut se précipiter pour arrêter cet acte brutal, mais fut saisi par derrière et plaqué au sol par ses hommes de main. Au moment où Anya et le bébé étaient sûrs de mourir, Sylvia avança courageusement et révéla sa véritable identité pour détourner l'attention de la criminelle. Mais Avdusha, la chef, s'en moquait. Elle frappa soudainement vers le bas. Le coup était similaire à celui de Veronica, ne laissant aucune blessure sur le corps de Sylvia, mais ses vêtements étaient complètement détruits. Dépouillée de tout vêtement, le courage que Sylvia avait rassemblé disparut en un instant. Elle tomba à genoux, couvrant les parties de son corps qui ne pouvaient être exposées. Avdusha se moqua à la vue de cela. Quelqu'un qui osait revendiquer un sang royal, mais n'avait pratiquement aucune capacité au combat. « Tu es indigne de ton nom de famille. » Ces mots forcèrent Sylvia à se rappeler chaque instance de son arrogance et de sa fierté. Elle avait tant essayé de se rendre forte, mais à quoi bon si elle ne pouvait toujours pas tenir face à sa sœur et maintenant à l'ennemi? Sylvia se souvint de la promesse faite à une amie d'enfance. Elle deviendrait une véritable chevalière dragon. Alors, au lieu de rester là dans le désespoir, recroquevillée dans un coin, Sylvia se leva et se déclara prête à combattre. À ce moment-là, l'équipe de Rebecca s'infiltrait avec succès dans le bâtiment. Sous leurs forces combinées, les fantassins furent anéantis en un instant. Quand Avdusha tenta de fuir, Ash bloqua son chemin. Elle ordonna à son dragon d'attaquer, mais tout le corps d'Ash éclata de lumière. Iko avait fini de forger l'armure. Avec le nouvel arc, Ash élimina rapidement le dragon. Même les bombes préparées par l'ennemi n'eurent aucun effet. Fidèle à sa parole, Iko avait conçu un canon avec une capacité de congélation extrême. Chaque cible touchée était instantanément immobilisée. Les bombes et Avdotia elle-même devinrent de simples œuvres d'art gelées, dépouillées de toute menace, et furent emportées dehors. Quand la bataille se termina, Ash pensa que c'était enfin fini, pour être ensuite attaqué par Jessica.
Elle voulait lui arracher son sous-vêtement et récolter sa semence sur le champ, peu importe qu'il soit dans une cathédrale et que tout le monde regardait. Rebecca arriva par derrière et la frappa, le libérant enfin. Mais ce n'était pas fini. Cette nuit-là, pendant qu'Ash dormait, une culotte a soudain volé sur son visage. C'était, bien sûr, Jessica, venue avec la ferme détermination de prendre la virginité d'Ash. Ash était un homme de volonté de fer. Peu importe à quel point Jessica était attirante, il refusait catégoriquement. L'épreuve ne s'est terminée que lorsque Iko, incapable de dormir, s'est levé et a donné un coup de poing et un coup de pied à chacun. Le lendemain matin, tout le monde est allé retrouver Veronica et a trouvé Avdusha là. Tout avait été orchestré par Veronica pour aider Sylvia à grandir plus vite. Cela peut sembler cruel en surface, mais la vérité est que personne ne tenait plus à Sylvia que Veronica. Même ce vaisseau de guerre extraordinaire avait été nommé Sylvanas, très similaire à Sylvia. Sa mission concernant sa sœur étant accomplie et les conséquences de son plan nettoyées, Veronica est partie. Tout le monde a eu une période de paix, mais cette paix n'a pas duré longtemps. Cette fois, la cible spéciale était Iko. Dans son rêve, la petite fille voyait d'énormes tentacules s'enrouler autour de son corps, une voix murmurant « Finis tout, fille d'Avaline ». Quand Iko s'est réveillée, rien ne semblait physiquement anormal, mais les sentiments d'agitation, d'inquiétude et de peur l'ont suivie dans le monde éveillé. Elle n'avait vraiment aucune idée de ce qui lui arrivait. Le lendemain matin, quand Ash s'est réveillé, quelque chose semblait étrange. Normalement, cette gamine dormait comme une morte. On aurait pu l'enterrer sans craindre de manquer les funérailles. Pourtant, aujourd'hui, elle s'était levée anormalement tôt. Lorsqu'on lui a demandé, Iko est devenue évasive, comme si elle cachait quelque chose. Ash a essayé d'aller vérifier, mais la petite l'a arrêtée. Ash a pensé que quelque chose s'était passé et qu'Iko avait peur d'être moqué, alors il a promis de ne pas rire. Il s'est même mis à espérer qu'Iko ait produit un cristal de sang, un objet extrêmement précieux qui pouvait rapporter un bon prix. Mais quand il a enfin vu la scène sur le lit, la vérité l'a frappé. Ce n'était qu'un lit mouillé, pas un cristal de sang. Ces mots ont fait sentir à Iko une humiliation totale. Mais au lieu de se cacher, elle a porté un uppercut si puissant. Cela aurait pu mettre KO un champion de poids lourd. À cause de l'incident du matin, Iko ne pouvait pas aller à l'école et devait rester chez elle pour nettoyer le désordre. Le groupe d'Ash était là juste pour faire nombre. Raymond était un élève moyen, et Ash, la carte cachée de l'académie. Comme prévu, les noms appelés n'avaient rien à voir avec eux. Tous les élèves sélectionnés semblaient appropriés jusqu'à ce que le nom de Luca soit annoncé. Tout l'auditorium bourdonnait de chuchotements. Elle était en 3e année, comme la présidente du conseil des élèves, mais n'avait pas assisté aux cours depuis 3 mois. Pourtant, la réputation de Luca n'était pas négligeable. Elle avait vaincu une adversaire redoutable comme Rebecca et était la plus jeune chevalière dragon. À la surprise générale, le professeur annonça que le conseil des élèves avait nommé un spot supplémentaire pour le camp d'entraînement. Et c'était Ash. Il était d'abord surpris, mais après avoir entendu Rebecca raconter ses exploits, même Ash devait admettre qu'il avait du potentiel. Il avait vraiment le potentiel de devenir puissant. Pendant qu'il parlait, Max entra en trombe avec des nouvelles urgentes. De la fumée s'élevait de l'intérieur de l'académie. S'il ne s'agissait pas d'une école, on aurait cru qu'un idiot avait allumé des feux d'artifice. En entrant, ils trouvèrent une fille allongée dans un cercueil. Ils pensaient que quelqu'un était mort, mais elle se redressa soudainement. C'était Luca. Elle n'était pas une humaine ordinaire, mais un esprit. Son peuple connaissait bien les herbes. La grande fumée de tout à l'heure n'était que de l'encens. Quant au cercueil, il pouvait sembler effrayant, mais c'était un lit de qualité supérieure. Quelqu'un comme Ash pourrait vendre tout ce qu'il possédait et ne pas en acheter un. Après l'explication de Luca, Jessica voulait frapper son derrière. Heureusement, Rebecca était là. Elle connaissait aussi Luca et est intervenue pour la protéger à temps. Grâce à cette rencontre, tout le monde a appris pourquoi Luca n'avait pas assisté au cours. Pour une raison inconnue, son ami refusait de la laisser y toucher. Cela deviendrait sûrement l'un des sujets les plus urgents du conseil des étudiants. Ce soir-là, Ash a ramené des pâtisseries qu'Iko adorait. La petite était si excitée qu'elle a sauté et l'a pris dans ses bras. En voyant Iko se régaler, Ash a pensé qu'elle allait mieux. Mais soudain, des larmes ont commencé à couler. Depuis ce matin, Iko faisait bonne figure, mais le cauchemar était bien réel.
Tellement réel qu'Iko avait l'impression d'avoir rencontré le monstre il y a longtemps. C'était un dragon mort-vivant, semblable à celui qui avait attaqué la ville, mais avec 9 yeux et une aura maléfique écrasante. Iko a raconté son cauchemar à Ash, espérant que cela l'aiderait. Mais cette nuit-là, elle n'a toujours pas pu dormir et restait anxieuse. Alors Ash s'est soudainement levé et s'est dirigé vers le lit d'Iko. Avant qu'elle ne s'en rende compte, il s'était allongé à ses côtés et lui a demandé de se décaler un peu. Quand il était petit, Ash trouvait toujours quelqu'un à côté de qui dormir lors de ses cauchemars. Cette méthode était très efficace, donc, ce soir, devrait bien se passer. Juste au moment où Iko regardait Ash avec des yeux brillants, il a ajouté que si elle ne faisait pas de cauchemar cette nuit, elle ne mouillerait probablement pas le lit non plus. Iko était si furieuse qu'elle a oublié sa peur et l'a frappé au cou. Il l'avait délibérément provoqué, et cela avait visiblement bien fonctionné. Le lendemain matin, Iko est allée en cours et a dormi comme une bûche. Ash était assez content que la petite soit enfin revenue à la normale. Raymond, assis à côté de lui, était vraiment impressionné. Ash savait vraiment comment combler le fossé entre les espèces. Il se demandait s'il fusionnerait quand Iko grandirait. Ta tête n'a rien d'autre que du sexe, et encore du sexe. Continue comme ça, et tu ne feras jamais rien de ta vie. Tout en profitant de ce moment heureux, Ash a aperçu Luca et l'a suivi dans l'écurie du dragon, où son ami, le dragon qui refusait le contact de son maître, était gardé. Luca essayait toujours de trouver un moyen de se reconnecter avec son ami. Mais à chaque fois, dès que le dragon poussait un rugissement menaçant, elle se rappelait avoir été jetée de son dos et s'enfuyait terrifiée. En voyant cela, Ash ressentait une profonde douleur et de l'empathie. Avant l'apparition d'Iko, il avait souffert de la même manière, alors il est allé voir Rebecca pour trouver une solution. Après un moment de réflexion, Rebecca a suggéré à Ash d'essayer de le monter. La dernière fois qu'il a monté le dragon mort-vivant, il avait vu ses émotions et souvenirs. S'il montait le dragon de Luca, il pourrait découvrir pourquoi leur lien s'était détérioré. Ash pensait que c'était un bon plan, mais avant d'essayer, il voulait que Luca communique avec son dragon une fois de plus. Convaincre Luca était difficile, car dès qu'elle voyait Iko, elle se jetait sur lui. Ce n'est qu'après avoir eu son compte que Luca a pu faire face à son dragon. Le résultat était le même que précédemment. Luca s'est retourné et est parti dès que le dragon a rugi. Ash est immédiatement entré à son tour. Le dragon rejetait non seulement Luca, mais aussi Ash. Il a détruit l'écurie avec sa queue, puis a sauté dans les airs en ouvrant la bouche pour accumuler de l'énergie. Quand Ash a compris ce qui se passait, il était déjà trop tard. Il n'avait d'autre choix que de se préparer et d'encaisser le coup. Heureusement, la protection de son armure suffisait à le garder en vie, mais il n'avait plus de force. Sa vision s'est progressivement brouillée et il a perdu connaissance. Quand Ash s'est réveillé, il se sentait mal que le plan ait échoué et qu'il n'ait pas pu monter le dragon, mais personne d'autre ne le voyait ainsi. Le fait qu'Ash soit indemne était déjà une énorme chance. Peut-être devrait-il attendre le camp d'entraînement pour aider Luca et son dragon à se réconcilier. Pour s'assurer que tout se passe comme prévu, Ash a rendu une nouvelle visite chez Luca. Iko l'accompagnait pour éviter des rumeurs désagréables sur la rencontre. Ash n'a rien dit d'autre que d'encourager Luca à rejoindre le camp d'entraînement. Ce serait une occasion pour eux de se reconnecter. Peu importe quoi, le lien entre le cavalier et le dragon ne doit pas être rompu, sinon le dragon serait en danger. Contrairement à Ash, Iko a critiqué Luca pour être trop faible et incapable d'agir quand son pal était en danger. Ash a essayé d'intervenir et a aussi reçu des insultes. « Dis un mot de plus et je te mets à terre. Tu veux que je te fasse un coup de pied dans la bouche ?» Pendant que les deux se disputaient, Luca les regardait avec un mélange d'admiration et de tristesse. Elle se souvenait des jours passés avec son dragon, quand tout était chaleureux et vivant. Elle ne comprenait pas comment tout avait mal tourné. Pendant que l'académie se préparait pour le camp d'entraînement, les gens de l'Empire ne restaient pas inactifs non plus. Anya avait depuis longtemps infiltré la ville. Grâce à divers emplois et déguisements, elle avait toujours pu observer Ash et Iko de loin. Cette fois, Anya se ferait passer pour une cuisinière préparant des repas pour les élèves. Pendant ce temps, l'homme mystérieux qu'elle vénérait préparait un plan terrible. Lorsque l'heure venue, tout le monde partit ensemble vers le terrain d'entraînement. Luca volerait avec Rebecca. Ash volait avec Max, qui était vraiment terrifié que Ash essaye de monter son dragon. Son avertissement était donc très clair. Iko volait avec Sylvia. Iko partageait apparemment une capacité similaire à celle de son entraîneur. Elle pouvait non seulement discuter confortablement avec le dragon blanc, mais aussi le commander facilement. Peu importe combien de fois Sylvia disait au dragon de ne pas écouter,
Il obéissait à tout ce qu'Iko disait sans question. À leur arrivée sur le terrain d'entraînement, tout le monde ne commença pas tout de suite, mais se reposa pendant une journée. Rebecca organisa une baignade libre pour tous, et ainsi commença un magnifique défilé de corps attirants. Les garçons pouvaient regarder les filles sans craindre de se prendre un coup. Iko était libre de jouer comme elle le souhaitait. Qui oserait se battre avec une protégée par toutes les lois? Ash, cependant, avait un destin tout autre. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Jessica apparut de nulle part et l'emporta. Peut-être que tu en as marre de tirer des têtards au lit. Aujourd'hui, allons dans la forêt pour changer de décor. De l'autre côté, lorsque Rebecca apparut, elle attira aussi l'attention de tout le monde. Avec une poitrine comme 2 noix de coco, il serait étrange de ne pas regarder. Ensuite, c'était au tour de Sylvia. Bien qu'elle ne soit plus aussi timide ou facilement effrayée qu'avant, porter quelque chose d'aussi révélateur était encore complètement étranger pour elle. Pendant qu'elle se tenait là, mal à l'aise, Iko arriva en volant sur le dragon blanc. Voyant que Jessica avait enlevé son esclave Ash, la petite ne pouvait pas rester là et les poursuivit avec le dragon blanc. Sylvia, apprenant la nouvelle, n'allait pas rester en retrait non plus. Ainsi, une poursuite fracassante déchira toute la forêt. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'Ash, épuisé comme une chemise fraîchement lavée, réussit enfin à retourner dans sa chambre. Mais il aperçut Luca errant sur le chemin. Au lieu d'entrer, il décida de la suivre. Luca s'enfonça dans la forêt où son dragon se reposait. Elle ne voulait vraiment pas que ça se passe ainsi. C'était déroutant. Elle voulait écouter et aider son compagnon, mais le dragon refusait obstinément. Ash, observant de l'extérieur, n'en pouvait plus. Les mots doux et les encouragements avaient été utilisés en vain. Si le dragon ne voulait pas s'asseoir et communiquer, il allait devenir un dragon bouilli. En entendant Ash, le dragon entra dans une rage et attaqua. Il savait qu'une seule attaque sans armure suffirait à l'envoyer dans l'au-delà. Ash esquiva les frappes dévastatrices du dragon. Au moment où le dragon perdit l'équilibre, Ash sauta sur son dos pour lier émotion et souvenir. Mais le dragon résista violemment. Le coup fut si violent qu'il perdit connaissance, son corps étant dans un état critique. Anya, observant d'en haut, se souvint de l'incident au bord de la falaise. Elle décida d'intervenir pour aider, remboursant ainsi la dette. Dans son coma, Ash revit Navi, accompagné d'un petit dragon. C'était le compagnon de Luca. Le dragon n'avait aucune animosité. Il voulait simplement que Luca soit la seule à monter sur son dos. Le rejet était sa façon de la protéger. Chez le peuple de Luca, il existait une compétence appelée danse du dragon, une technique de combat très complexe. Luca avait échoué lors de l'entraînement et était tombé. Le dragon, malgré sa grande taille, était en réalité très jeune et ne comprenait pas la situation. Il savait juste que sa maîtresse avait peur de lui. C'était la seule façon qu'il connaissait pour protéger sa maîtresse, mais si ça continuait, le dragon mourrait dans 5 jours. Dès qu'Ash se réveilla, bien qu'étonné de voir Luca nu sur son lit, il n'oublia pas de transmettre l'information cruciale. Peu après, le groupe d'Iko arriva. La petite se jeta sur lui, l'enlaçant si fort qu'on aurait dit qu'elle voulait l'étouffer par inquiétude. Ash avait été inconscient pendant 5 jours, laissant Iko incapable de manger ou de dormir. Le voir réveillé et en un morceau lui apporta enfin un peu de réconfort. Pendant que tout le monde parlait, Luca réapparut à l'extérieur, le visage marqué par l'urgence. Elle annonça que le dragon était introuvable. Il avait disparu sans laisser de traces, et le lien astral entre eux avait été complètement rompu. Luca n'avait vraiment aucune idée de comment le retrouver. Après avoir entendu cela, Rebecca se souvint du mausolée Willingham. Le terrain d'entraînement était très proche de cet endroit. Le mausolée était lié à une histoire sur un dragon nommé Nuada. Lui et son maître avaient autrefois vécu heureux ensemble. Mais lorsque Nuada vit son maître tomber gravement malade et s'affaiblir chaque jour, il rompit volontairement leur lien pour ne pas lui faire voir sa propre déchéance et sa mort. Ce que Nuada ne savait pas, c'est que son maître se rétablit quelque temps plus tard. Le dragon s'était retiré dans un mausolée désolé où personne ne pourrait le trouver, et là il mourut, attendant son maître dans l'autre monde. Cette histoire transforma le sinistre mausolée Willingham en un lieu profondément sacré, et aussi un site où les jeunes dragons allaient mourir. On ne savait pas si le dragon de Luca partageait le même état d'esprit que Nuada. Pour éviter le pire,
Rebecca voulait reporter le banquet de célébration du camp d'entraînement et mobiliser les étudiants pour une grande recherche autour du mausolée. Ash n'était pas d'accord avec cette décision. Après 5 jours d'entraînement, tout le monde était complètement épuisé. Il ne pouvait pas leur demander de continuer à travailler. Mais les membres du conseil étudiant ne pouvaient pas non plus tous être absents, car cela provoquerait facilement la panique. Ainsi, Rebecca resta pour organiser le banquet, tandis qu'Ash et les 3 autres se dirigèrent directement vers le mausolée. Dès leur arrivée à Willingham, ils sentirent le danger approcher. Avant même que le groupe n'arrive, Milgos de l'Empire était déjà en embuscade. Il utilisa le même rituel que précédemment pour invoquer des dragons morts-vivants afin de combattre, visant à tuer à la fois Iko et Ash, qu'il appelait le chevalier, et la fille d'Avaline. Des nuages sombres traversaient le ciel, crépitant d'éclairs menaçants qui irradiaient que de la malice. Lorsque les portes du mausolée s'ouvrirent officiellement, ils virent des dragons morts-vivants chargés vers eux. Sylvia fut la première victime ciblée. Les tentacules des créatures la saisirent comme un vieil homme dépravé, tripotant chaque endroit que n'importe quel homme envierait. Heureusement, son dragon a réagi à temps et a décimé les ennemis d'un seul coup, sauvant son maître. En se retournant, ils ont vu un grand nombre de monstres se diriger vers les étudiants. Les jeunes chevaliers venaient de subir un camp d'entraînement épuisant, mais ils n'avaient pas peur. Ils avaient besoin d'une vraie bataille comme baptême pour prouver leur progression. Sous le commandement de Rebecca, les étudiants inexpérimentés ont commencé à former des formations défensives et à lancer des attaques contre les monstres. Les choses semblaient prometteuses au début. Des éclairs d'énergie ont été tirés au bon moment et sur la bonne cible, anéantissant rang après rang de dragons morts-vivants. Mais les ennemis étaient tout simplement trop nombreux. Les étudiants se battaient avec une détermination ardente jusqu'à l'épuisement total, mais l'ennemi ne montrait aucun signe de ralentissement. Les créatures avançaient, capturant plusieurs étudiantes et les dépouillant dans un spectacle aussi choquant qu'accrocheur. Rebecca a rassemblé une énorme quantité de pouvoir d'en haut et a lancé sa lance en avant. Elle a transpercé la formation des morts-vivants et éliminé un nombre significatif de cibles, mais ce n'était toujours pas suffisant pour inverser la tendance. À l'intérieur de la grotte, Sylvia et les dragons ont conduit le groupe plus profondément. Les monstres morts-vivants continuaient de sortir sans fin. Si cela continuait, l'épuisement total et la défaite étaient inévitables. Ash a donc demandé à Iko de lui accorder l'arc. Mais il y avait un gros problème. Son état affaibli après avoir été blessé signifiait qu'Ash ne pouvait plus supporter la pression de l'armure de bataille. Iko devrait entrer personnellement dans la forge d'armure de dragon et créer un nouvel ensemble. Le temps était critique, donc Iko ne pouvait pas chercher des modèles et les assembler comme avant. Elle a demandé de l'aide à Navi. Navi a accepté, mais à une condition. Un jour, Iko devra concevoir un ensemble d'armure originale pour Ash. Cela équivalait à jurer de consacrer son corps et son âme à Ash, ce qui rendait Iko extrêmement anxieuse. Mais en entendant à quel point la situation d'Ash était grave, elle a accepté sans hésitation. Dehors, le groupe d'Ash était face à face avec Milgos. Il avait réveillé Nuada pour les combattre. Bien que ce ne fût qu'un jeune dragon, sa puissance était loin d'être faible. Rien qu'à lui seul, il suffisait à rendre la tâche de Sylvia incroyablement difficile, la forçant à esquiver défensivement. Sur un autre front, Nuada a frappé avec ses tentacules et a saisi Luca. Iko, protégé dans les bras d'Ash, fut aussi emporté. La créature continuait ses attouchements dépravés. Ash vit la scène et cria de rage. Heureusement, à ce moment-là, Iko reprit conscience et poussa un puissant cri. Un immense cercle magique se matérialisa, sa puissance si écrasante qu'il brisa les tentacules et arma Ash avec la nouvelle arc. En un éclair, il chargea et frappa Milgos avec une force énorme. Bien que Milgos réussisse à bloquer, il fut repoussé sur une bonne distance. Iko appela d'en bas, avertissant que cette armure était conçue pour la défense et l'attaque magique. Ne fonce pas au corps à corps ou tu vas te prendre un coup. Alors Ash invoqua des boucliers magiques. Des faisceaux de lumière bizarres jaillirent de leur centre, pétrifiant chaque cible touchée. Après avoir éliminé les dragons morts-vivants, le bouclier se dirigea vers Milgos. Mais il était plus rapide, balançant son épée à 2 mains dans un arc circulaire qui brisa les 4 boucliers, avant de se jeter sur Ash et de l'envoyer voler. Le coup détruisit l'armure nouvellement équipée, ne laissant qu'un seul gant. Mais cela suffisait, Milgos chargea à nouveau avec confiance, ignorant qu'Ash avait encore un bouclier. Il tira un rayon pétrifiant qui transforma sa main en pierre. Ash saisit l'occasion et frappa Milgos en arrière. Le coup le poussa à la folie, et il était sur le point d'attaquer à nouveau lorsque le groupe de Sylvia, ayant géré Nuada,
arriva en renfort. Les méchants intelligents ne perdent pas de temps à se vanter, et Milgos en était l'exemple parfait. Sans un mot de plus, il arracha sa main pétrifiée et sauta de la falaise pour s'échapper, laissant tout le monde stupéfait. En suivant Milgos, le groupe vit les étudiants engagés dans un combat acharné. Se précipiter à leur aide était impossible car le dragon blanc était blessé et épuisé. Tous ceux présents donnaient tout ce qu'ils avaient. Alors, qui n'essayait pas vraiment? Luca réalisa que c'était elle. Elle attrapa Ash et le tira avec elle hors de la falaise, car elle sentait que tant qu'Ash était à ses côtés, il n'y avait rien à craindre. Luca commença à canaliser le flux astral pour se connecter avec son dragon, lui envoyant un message qu'elle n'aurait plus jamais peur tant qu'ils combattaient ensemble. Le dragon reçut l'appel de sa maîtresse et fonça à toute vitesse dans les airs. Rebecca, voyant une lueur filer vers eux, craignait d'abord des renforts ennemis, pour découvrir que c'était Luca et son dragon. Luca demanda à Ash de bien s'accrocher au dos du dragon, puis se redressa. Le dragon s'éleva à la verticale. À ce moment-là, Luca se laissa tomber du dos du dragon. L'énergie émanant d'eux formait une immense barrière magique dans le ciel. Lorsque le circuit aérien fut complet et que Luca revint sur le dragon, le premier mouvement de la danse du dragon était terminé. Il libéra des particules d'énergie verte qui bombardèrent dans toutes les directions. Chaque mort-vivant touché par les particules se désintégra sur le champ. Les nombres écrasants de l'ennemi furent anéantis par Luca en un instant. Rebecca s'exclama avec admiration que la danse légendaire des démons tenait vraiment son nom. La réputation du peuple Ikbladien avait été prouvée sans faille par Luca. Après l'incident, Sylvia reçut une lettre de son père, le roi régnant et chef de la famille Lautrimont. Il l'informa du prochain congrès continental et lui dit que sa présence était obligatoire cette fois. Il voulait aussi qu'elle amène Ash et Echo pour être présentés devant lui. Et ainsi, un nouveau voyage commença. Le congrès continental, comme son nom l'indique, était une réunion de dirigeants nationaux pour discuter du développement de la région pour les 5 prochaines années. L'hôte de chaque congrès tournait en cycle, avec un leader différent à chaque fois. C'était maintenant le tour de la famille royale, la Tremont, d'accueillir. Le lieu était la capitale royale du royaume de Fontaine, une ville bien plus grande que celle où Ash allait à l'école. Si on devait comparer, la zone de l'académie n'était rien de plus qu'un petit village dans la capitale. Alors qu'il la décrivait, Fontaine se dévoila. Même d'en haut, l'échelle, la grandeur et la magnificence de la ville étaient à couper le souffle. Elle tenait vraiment sa réputation en tant que capitale de l'une des nations les plus puissantes de la région. En entrant dans le palais royal, Sylvia comptait organiser un logement pour Ash, mais un serviteur l'informa qu'elle devait d'abord voir le roi. Elle dut donc partir, confiant Ash et Iko à sa sérieuse assistante Frietta. Frietta les conduisit aux appartements de Veronica, car c'était quelqu'un qu'Ash connaissait, et qui pouvait les aider durant leur séjour. En chemin, Ash remarqua un nombre considérable de chevaliers en service. À en juger par la formation, pas même une mouche ne pouvait passer. C'était tout à fait naturel. La sécurité des dirigeants nationaux n'était pas une affaire à prendre à la légère. Lorsqu'ils ont ouvert la porte de la chambre de Veronica, un torrent d'eau s'est précipité vers eux, trempant tous leurs vêtements. La coupable était Prime, la servante maladroite, inutile en tout sauf pour son corps qui faisait tourner les têtes. Pour aggraver les choses, elle avait enlevé son uniforme de servante pour travailler plus librement. Frida a vu la scène et a failli exploser, mais s'est retenue car Ash était présent. Prime a ensuite apporté des vêtements pour qu'Iko et Frietta puissent se changer, et Ash avait aussi une tenue de rechange. Juste au moment où Frietta s'apprêtait à partir, après avoir confié Ash à Prime, un autre moment insupportable s'est produit. Prime, qu'elle le fasse exprès ou non, a retourné la jupe de Frietta, révélant un derrière nu sans sous-vêtements. La raison était que sa culotte était déjà trempée, donc elle n'avait plus rien à porter. Ash a vu la scène et a désespérément essayé de réciter tous les mantras mentaux qu'il connaissait pour éviter que les choses ne s'emballent, mais en vain. Plus tard dans la soirée, Iko contemplait les lumières scintillantes de la ville, fasciné. Ash savait que la petite voulait sortir, alors il l'a emmenée se promener dans les rues avec Prime pour l'aider. Sous l'énergie hyperactive d'Iko et son pouvoir d'achat terrifiant, Prime a rapidement capitulé et s'est effondrée. Après avoir joué un moment, Iko a trouvé sa boulangerie préférée. En attendant les pâtisseries, Iko a remarqué qu'Ash regardait les couples passer avec un regard plein de désir, comme un chien affamé. Il a fallu un moment avant que le petit cerveau d'Iko ne comprenne qu'Ash désirait aussi sortir. Elle a donc pris l'initiative et lui a pris la main.
Mais quand ils ont vu un couple s'embrasser, ils se sont tous les deux détournés en même temps. Quant à Sylvia, sa rencontre avec son père s'est déroulée sans problème. Paladin avait un nom imposant, mais adorait vraiment sa fille. Devant Sylvia, il n'avait rien de l'attitude d'un roi. Il a également expliqué que c'était Véronica qui avait suggéré la participation de Sylvia au congrès continental. De plus, amener Ash ici était une préparation pour l'avenir. Établir une relation solide maintenant signifiait que la nation gagnerait un autre puissant chevalier dragon dans le futur. Donc, le lendemain, tout le monde s'est habillé de ses plus beaux atours pour rencontrer le roi. Sylvia portait une tenue cérémonielle irréprochable. Avec ses atouts ainsi exposés, personne ne pouvait détourner le regard. Ash a simplement complimenté Sylvia une fois, et cela a suffi à rendre Iko furieuse au point de vouloir le frapper là où ça fait mal. Peu après, Ash a rencontré Paladin en personne. Le roi n'a pas caché son intention de conférer à Ash le titre de Dragonard, un poste que seuls les cavaliers de dragon comme Sylvia pouvaient atteindre. Mais compte tenu de la valeur et de tout ce qu'Iko représentait, il le jugeait entièrement mérité. La cérémonie d'investiture s'est déroulée rapidement. Tout le monde s'est assis à la table du banquet pour célébrer, et la conversation a naturellement tourné vers le congrès. Cette année, le chef de l'Empire ne viendrait pas. Il prétendait être malade, mais personne ne pouvait dire si c'était vrai ou une excuse. Pour être prudent, Paladin a décidé d'organiser un bal masqué le lendemain, où chacun pourrait se mêler sans poser de questions sur ses origines, son statut ou son pouvoir. Ce serait l'occasion idéale de glaner des informations. Bien que la conversation fût agréable, Paladin est devenu menaçant et a demandé à Ash s'il avait une relation avec sa fille. Mieux valait ne pas, sinon il le castrerait personnellement et ferait appel à des hommes musclés pour le discipliner. Comme tout le monde le craignait, bien que l'empereur ne soit pas venu en personne, il avait envoyé Klaus, un aristocrate militaire, accompagné de Milgauss. Ils avaient apporté une énorme machine à la fonction inconnue. Mais leur cible était claire, capturer Iko. Demain serait le jour de l'attaque. Au cœur de la nuit, alors que tout le monde dormait, Sylvia se dirigea vers le mausolée des dragons. Depuis leur première rencontre, elle avait ressenti une puissante familiarité avec le dragon mort-vivant. Après avoir réfléchi longuement, elle se souvint enfin. C'était Mordred, l'ancien compagnon de Julius. Elle voulait visiter le mausolée pour confirmer si ses restes étaient toujours là. À sa grande surprise, Véronica était également venue. Sylvia n'hésita pas à partager sa théorie sur tout, de l'incident du dragon mort-vivant au mausolée de Willingham. Elle croyait que Milgauss était en réalité Julius. Véronica resta figée après avoir entendu cela, mais cela avait un sens terrifiant. Selon ses enquêtes, les restes de nombreux dragons du royaume avaient été volés, y compris ceux de Mordred. Cependant, cette information ne devait absolument pas être divulguée. Si cela fuyait, le royaume serait de nouveau plongé dans le chaos et la guerre. Malgré toutes les inquiétudes, le bal masqué du lendemain était vraiment important. Elle et les autres devaient rentrer et se préparer. Cosette était techniquement une servante, mais plus comme une amie. Elle savait toujours à quel point Sylvia était inquiète et les énormes pressions qu'elle portait. Chaque fois que la princesse tombait, Cosette jouait le rôle de la servante chanceuse qui pétrissait la pâte pour sa maîtresse. Sylvia ne savait vraiment pas comment résister. Elle se sentait gênée et voulait refuser, mais le réconfort était plus euphorisant que n'importe quelle drogue. Sylvia a donc cédé. Certains d'entre vous se demandent sûrement pourquoi ce n'était pas vous. Après le massage, Sylvia s'est instinctivement rapprochée d'Ash. Il savait toujours comment réconforter les autres, faisant disparaître leurs soucis à chaque conversation. Au bout d'un moment, Sylvia a enfin évoqué son frère Julius. L'homme qui devait être exécuté pour avoir tué un dragon était apparemment encore en vie. Bien qu'elle ne soit pas certaine, cela semblait très probable. L'attitude de son père et la résurrection des restes de Mordred indiquaient trop de choses sur quelqu'un qui ne pouvait être que Julius. Elle voulait vraiment savoir pourquoi son père lui avait caché cela. Ash a réfléchi un moment, puis a partagé comment son père avait abandonné sa mère et ses 3 frères et sœurs quand il était jeune. Pendant des années, il n'en avait jamais parlé. Ce n'est que lorsqu'il n'a plus pu se contenir qu'il a demandé à sa mère, qui a promis d'expliquer tout quand Ash serait vraiment grand. Sylvia devrait faire de même au lieu de se torturer. Il serait mieux de demander directement au roi, tout comme Sylvia pensait que les mots d'Ash étaient juste un éclair à frapper. Terrifiée, elle s'est jetée dans les bras d'Ash. Grâce à cela, il a eu une vue généreuse sur 2 melons de taille considérable. Ash a essayé de se repositionner pour échapper à la situation gênante, mais il n'a réussi qu'à se déplacer vers le haut,
rendant la situation inévitable. Juste au moment où ils allaient franchir la limite, la voix de Cosette est venue de l'extérieur. Et donc, ce qui allait se passer a été complètement annulé. Ash est resté là, hébété, un moment avant de se ressaisir. Il est parti chercher Iko pour vérifier ses préparatifs, mais il ne trouvait pas la petite. Ce qu'Ash ne savait pas, c'est qu'il y a quelques minutes, Iko avait fait une scène royale. Elle voulait qu'une noble dragonne comme elle soit éblouissante et surpasse tous les humains. Avec des exigences si élevées, Iko avait essayé plusieurs belles tenues, mais avait rejeté chacune d'elles. En cherchant de nouveaux vêtements, Iko a rappelé à Prime que la tenue devait être plus jolie que celle de Sylvia. Cette femme lui volait Ash dernièrement, et cela l'agaçait. Prime ne voyait rien d'anormal dans la situation. Iko était un dragon, et Ash était un humain. Tôt ou tard, il trouverait quelqu'un qu'il aimait, se marierait et aurait des enfants. Iko savait que c'était naturel. Mais son cœur était lourd. Elle s'enfuit, ignorant Prime qui la poursuivait en l'appelant. Iko courut dans le château jusqu'à ne plus savoir où elle était. Elle aperçut alors Anya avec un groupe de figures suspectes. Elle essaya de s'éclipser, mais la voix de Prime résonna derrière elle. Le groupe hostile l'entendit aussi et se précipita pour attaquer. Iko avertit Prime plusieurs fois, mais en vain. Elle dut se battre elle-même pour protéger Prime. Anya, voyant qu'Iko était trop forte pour un combat rapproché, sortit une arme et tira. Pendant ce temps, Ash avait déjà informé Cosette qu'Iko et Prime étaient introuvables. Le banquet allait commencer, alors il ne pouvait que laisser la recherche à Cosette. Au bal, Ash dansait avec Sylvia. Mais il ne pouvait pas se concentrer et fixait la délégation de l'Empire, où la silhouette de Milgauss se tenait parmi eux. Sylvia devait sans cesse lui rappeler de ne pas s'inquiéter. Après leur danse, Sylvia invita Milgauss à danser pour l'interroger. Il connaissait vraiment la danse traditionnelle du royaume. De plus en plus d'indices pointaient vers son frère Julius, rendant Sylvia méfiante. Quand la danse se termina, Cosette revint avec Prime, mais Iko était introuvable. Prime avoua ses paroles imprudentes, et Sylvia était furieuse en entendant tout. Iko était en effet un dragon. Mais sa conscience et ses pensées n'étaient pas différentes de celles d'un humain. C'est précisément pour cela qu'elle était née sous forme humaine. Comment pouvait-on parler si inconsidérément? Malgré sa colère, la question pressante était de savoir où se trouvait Iko. Selon Prime, la petite avait été capturée au château abandonné et Anya avait été vue pendant l'incident. Ash pensa immédiatement à Milgauss et voulut l'affronter. Sylvia, gardant son calme, l'arrêta. Même s'il l'affrontait, cela ne mènerait à rien. Ils devraient penser à où cacher Iko s'ils étaient à sa place, surtout pendant le banquet. La seule réponse était à bord du navire de Klaus. En effet, Iko était là, enfermé dans le dernier appareil technologique de l'Empire. Il voulait utiliser l'énergie millénaire pour le transformer en dragon puissant et sans esprit. Après plusieurs transmissions d'énergie causant une douleur atroce à Iko, ils décidèrent de tirer le levier à fond pour libérer toute l'énergie disponible. La machine montra rapidement des signes de dérèglement. Même l'ordre d'arrêt était inutile. La capsule de confinement d'Iko explosa soudainement. Elle avait absorbé toute l'énergie et son corps rayonnait d'une lumière dorée divine. Au loin, Ash ressentit une douleur brûlante dans son bras. La marque du dragon sacré brûlait si intensément qu'elle incinéra sa manche. En même temps, un œuf colossal apparut dans le ciel, émettant une lumière blanche éclatante. Ash se demanda si Iko était à l'intérieur. Plus il s'approchait de l'œuf, plus les choses devenaient étranges. Le dragon blanc de Sylvia devenait de plus en plus résistant, refusant de continuer. Même Sylvia ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle écouta Ash et descendit. Dès que son maître fut en sécurité, le dragon blanc, avec d'autres dragons puissants, s'envola vers l'œuf en unisson. Ils prirent des postures de soumission comme des esclaves accueillant un grand souverain. Quand une fissure apparut sur l'œuf, un œil cramoisi émergea. Des morceaux tombèrent pour révéler un dragon aux membres gris pâle et aux ailes blanches énormes, rayonnant d'une aura divine. Sa simple présence montrait que ce dragon nouveau-né était d'une puissance extraordinaire. Les autres dragons de niveau maître n'étaient que des insectes à côté. Grâce à la marque du dragon sacré, Ash sentit que ce dragon transcendant était bien Iko.
À l'intérieur du château, la rébellion des dragons de niveau maître attira l'attention de Veronica. Elle s'apprêtait à organiser une défense quand Klaus, en retrait, feignit l'ignorance. Paladin s'avança pour expliquer qu'il ne savait rien de cet incident et que c'était un accident imprévu. Mais comment les invités pouvaient-ils risquer leur vie sur des paroles vides de Paladin? Un cri perçant retentit, et tout le monde se dispersa comme une ruche dérangée, sortant par la sortie. Glenn tenta de mettre Veronica en sécurité, mais elle refusa, car Milgos était juste là. Elle voulait désespérément savoir si l'homme devant elle était vraiment son frère. Quand il a enlevé son masque, c'était bien le visage familier de Julius. Mais il a nié. Son vrai nom était Mordred, l'ancien ami de Julius. Ce n'était pas un dragon ordinaire, mais un descendant du royaume des ombres de Néalénia, une nation si puissante qu'elle avait jadis déclaré la guerre à la nation sacrée d'Avalon. Comment lui et son royaume en étaient arrivés là restait flou. Il avait été contraint de revenir en tant que dragon lié par contrat à un humain. La relation entre dragon et chevalier était une fusion d'énergie qui renforçait les deux côtés. Mordred refusait d'accepter cela comme un partenariat égal. Il voulait asservir l'humanité. Julius était celui qui avait reconnu ses sombres intentions et n'avait pas hésité à tuer Mordred. Mais tout avait quand même échoué. Julius avait été condamné pour son crime et son corps avait été pris. Avec la vérité maintenant claire, Glenn s'est élancé dans une rage. Mais d'un simple geste de la main, Mordred l'a envoyé voler. Veronica s'est précipitée aussi, mais ne représentait aucune menace. Il s'est transformé en un épais nuage de fumée qui l'a englouti, la piégeant dans une illusion. Quand elle s'est réveillée, Julius était revenu à son état normal. Il a annoncé des nouvelles sombres. Mordred semblait avoir pris le contrôle du corps d'Iko. Le dragon, qui avait été sacré et divin, était maintenant, sous la corruption de Mordred, déformé en quelque chose de profondément sombre et maléfique. Ayant pris le contrôle, Mordred est allé confronter Navi. Il savait qu'elle était la Dragways, le guide qui offrait sagesse et connaissance aux dragons. Il voulait ce pouvoir. Mais Navi refusait de reconnaître le chemin et la vision du royaume des ombres de Néalania. Les deux allaient probablement avoir leur propre bataille dans la forge de l'armure du dragon. Quelques instants plus tard, il semblait que Navi avait chassé Mordred de la forge. Elle est venue informer Iko que pour le vaincre, les anciennes armures manquaient de puissance. Ash avait besoin d'une armure de bataille originale. Iko était hésitante, incertaine de pouvoir y parvenir. Mais en entendant qu'Ash se battait pour sa vie dehors, elle cessa de trop réfléchir. Des alliés de l'académie accoururent aussi pour aider. Ils utilisèrent divers sorts pour tenter de piéger Mordred, mais c'était vain. Une simple démonstration de sa force suffit à briser leurs efforts. Comme le combat direct ne fonctionnait pas, ils changèrent de tactique pour donner à Ash une chance de sauter et de monter Mordred. Rebecca lança une puissante attaque de loin, le forçant à lever la main pour bloquer. La lance perça directement sa paume. Pendant que Mordred s'occupait de la blessure, Ash sauta. Mais Mordred réagit tout aussi vite, levant les yeux et concentrant une décharge d'énergie directement sur Ash. La vitesse était telle que personne sur place ne put réagir à temps. Juste au moment où le rayon allait engloutir Ash, il fut tiré dans une autre dimension. C'était comme un vaste univers rempli d'étoiles brillantes, et au loin résonnait la voix d'Iko rassemblant chaque morceau de matériau pour forger l'armure. Lorsque Ash reprit conscience, le rayon devant lui avait été stoppé par un bouclier impénétrable. Il ne pouvait avancer d'un pouce. Les voix d'Iko et Navi résonnèrent simultanément, lui rappelant qu'il s'agissait d'un arc original. À cause de la pression du temps, il n'avait pas été complètement achevé, mais cela suffirait. Comprenant leur message, Ash récita l'incantation pour invoquer l'épée sacrée. Avec l'arme divine en main, il fendit facilement le rayon destructeur de Mordred en deux. Mordred savait qu'il allait être frappé, et menaça qu'en le faisant, l'héritier d'Avalon mourrait aussi. Ash en était bien conscient, mais plus important encore, il connaissait le point faible d'Iko. Suivant ce raisonnement, il balança l'épée et frappa directement le corps d'Iko. L'esprit maléfique de Mordred, tel un air comprimé, jaillit en torrent. Le corps colossal d'Iko fut également libéré de la transformation et elle revint en sécurité dans les bras d'Ash. La pression de l'armure fit perdre connaissance à Ash et il fallut un moment avant qu'il revienne à lui. Selon les rapports, Mordred n'avait pas péri. Son esprit avait fui vers l'est. Beaucoup de gens dans cette direction souffriraient aux mains de ce dragon maléfique à l'avenir, mais cela n'était plus le souci d'Ash. C'était une affaire à gérer par la famille royale. Après le briefing,
tout le monde sortit pour laisser un peu d'intimité à Ash et Iko. Ash jura qu'il serait toujours le chevalier d'Iko, mais Iko ne voulait pas que leur relation reste si simple. Elle voulait quelque chose de plus. Bien sûr, aller plus loin sans prudence signifierait une bague et une vie de responsabilité.